Et merci de votre fidélité à la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, c'est officiel, la Guinée vient d'avoir son guide touristique. Cela est rendu possible grâce à l'implication des autorités de la transition. Plusieurs personnalités ont pris part à la cérémonie de lancement. Formation des formateurs à l'école normale des professeurs d'enseignement technique et professionnel. Ils apprennent tout ce qui est lié à l'approche par compétences. La formation a eu lieu ici à Conakry. Aussi dans ce journal, 14 mai 1977, 14 mai 2023, la télévision nationale a 46 ans. Ce soir, nous remontons le temps pour rendre hommage à quelques journalistes et techniciens qui ont tenu la dragée haute lors du premier direct de la télévision nationale. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur la RTG. À la une de l'actualité ce soir, le Premier ministre Dr Bernard Gomo et les chefs religieux multiplient les démarches en faveur de la paix et de la quiétude sociale dans notre pays. À cet effet, ils ont eu des échanges probants ce dimanche au centre islamique de Donka. Au cours de cette rencontre tenue à huis clos, ils ont fait une déclaration. Je vous propose d'écouter Monseigneur Jacques Boston au micro de Ousmane Bangoa. Déclaration numéro 001 des chefs religieux musulmans et chrétiens de Guinée à la reprise des pourparlers entre les forces vives et le gouvernement. Conakry le 14 mai 2023. Les chefs religieux de Guinée ont suivi les événements des 9, 10 et 11 à Conakry. Ils déplorent avec amertume et tristesse la mort de certains Guinéens, les violences faites aux forces de l'ordre et la destruction des biens publics et privés. Chose qui n'honore pas notre pays, la Guinée. Les chefs religieux de Guinée présentent leurs condoléances aux victimes des différentes manifestations et souhaitent prompt rétablissement aux blessés. Ils invitent tous les acteurs sociopolitiques à la retenue et souhaitent que chance soit donnée aux pourparlers entamés depuis le 13 mars 2023. Les chefs religieux remercient le gouvernement pour la libération des activistes Founike Mangué et compagnie et l'encourage à poursuivre sa politique de main tendue aux forces vives de Guinée, à savoir ANAD, RPG, FNDC politique, Forum des forces politiques de Guinée, Forum des forces sociales de Guinée et FNDC. Ils invitent ces forces vives à surseoir à leurs manifestations prévues pour les semaines prochaines. Ils invitent également tous les citoyens au calme et à la retenue. Que personne n'entrave à la dignité et à la liberté de son prochain. Aussi, les chefs religieux exhortent les acteurs des forces vives à se résoudre à rejoindre le cadre du dialogue inclusif comme envisagé lors des négociations afin de poursuivre la recherche de solutions à toutes les préoccupations dans un esprit de quiétude et de concorde nationale. Nous, leaders religieux de Guinée, nous restons disponibles à poursuivre notre rôle de médiation afin de maintenir la quiétude sociale au sein de notre pays pour accomplir la mission qui nous a été assignée par le Créateur. La Guinée est le bien le plus précieux que Dieu nous a donné. Nous avons l'obligation collective de la préserver dans la paix. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Ont signé le premier imam de la grande mosquée Faisal, El Hadj Mohamed Saliou Kamara, l'archevêque métropolitain de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly. Je vous remercie.
Et puis ce communiqué du Conseil national de la transition, communiqué numéro 0014-2023 PCNT portant convocation à une plénière. Le président du Conseil national de la transition convie l'ensemble des honorables conseillers à l'ouverture du débat d'orientation constitutionnelle ce lundi 15 mai 2023 à 11h à l'hémicycle du Palais du Peuple. Sont invités à prendre part à la présente séance invités étrangers. Le secrétaire général de l'Union interparlementaire UIP, M. Martin Chung-Gong. Invités nationaux, les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, le Premier ministre chef du gouvernement, les présidents des institutions républicaines, le ministère secrétaire général à la présidence, le cabinet du président de la transition, le conseiller du président de la transition chargé des relations avec les institutions républicaines, les membres du gouvernement, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, les chefs des missions diplomatiques, consulaires et institutions internationales accréditées en République de Guinée, le chef d'état-major général des armées, les chefs d'état-major des armées de terre, mer et air, les facilitatrices du cadre de dialogue interguinéen, les maires des 6 communes de Conakry, les représentants des confessions religieuses musulmanes et chrétiennes, le secrétaire exécutif de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance, les représentants des coalitions des partis politiques, les anciens membres du CTRN et du CNT de 2010, le représentant du patronat de Guinée, le représentant de la coordination des organisations des droits de l'homme, les représentants des organisations de la société civile, les représentants des centrales syndicales de Guinée, le représentant de l'association des magistrats de Guinée, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Guinée, le représentant de l'association guinéenne du droit constitutionnel, les représentants des organisations de la presse publique et privée, le représentant de l'association nationale des communes de Guinée. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les honorables conseillers nationaux est exigée. Fait à Conakry le 14 mai 2023 pour le bureau, le président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Akuruma. Je vous l'annonçais dans les titres, la Guinée a désormais son guide touristique. Cette initiative des autorités de la transition sous la conduite du département est une exécution de l'Office national du tourisme. Plusieurs personnalités du pays ont répondu présents lors du lancement de ce guide. Mohamed Ouakama. Enfin, un guide touristique pour découvrir la Guinée. L'édition est disponible en version papier et électronique. Le guide donne des informations sur les sites touristiques par région, les types de tourisme et apporte des recommandations. C'est une initiative du département en charge du tourisme, de la culture, de l'hôtellerie et de l'artisanat à travers l'Office national du tourisme. Ce guide donne une vue d'ensemble sur vos principaux sites touristiques par région naturelle et type de tourisme. Vous y trouverez également des recommandations sur les établissements d'hébergement et de restauration à travers le pays, ainsi que quelques informations utiles pour faciliter le séjour à nos touristes. Imprimé en 5000 exemplaires pour un premier temps, ce guide sera disponible gratuitement dans les agences de voyage, les hôtels, les restaurants et lieux de loisirs, dans les ambassades et consulats représentés en Guinée, ainsi que les représentations diplomatiques de la Guinée à l'étranger. La présentation du guide touristique 2023 mettant l'accent sur la Guinée des merveilles a enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement, des diplomates accrédités en Guinée, mais aussi plusieurs opérateurs touristiques. L'objectif recherché est de parvenir à relever progressivement le volume d'arrivée des touristes dans notre pays à l'appui d'un optimum requis en infrastructure d'accueil et d'hébergement pour l'organisation des séjours et des circuits touristiques sur plusieurs axes à l'intérieur du pays. Ce qui nous amène concomitamment à mettre en route une série d'outils de promotion allant du guide touristique à celle d'une centrale de réservation
de destination. L'aspect artistique n'a pas été occulté. Sirba Kandia Kouyaté a conduit l'ensemble instrumental traditionnel national de Guinée, créé en 1961 ici à Conakry. Des slameurs et autres artistes ont également donné de la voix. Le guide est disponible sur le site de l'ONT, entendez l'Office national du tourisme. Dans l'actualité également, cet important lot de matériel informatique mis à la disposition du ministère du Budget, un don du groupe de la Banque africaine de développement destiné à plusieurs directions de ce département stratégique. Ce geste entre dans le cadre du projet d'appui à la mobilisation des ressources internes et à la formation des entreprises. Le point avec Sana Kamara et Abansila. Le renforcement du cadre macroéconomique à travers la mobilisation et la sécurisation des ressources internes et externes nécessaires au financement du développement apparaît comme l'un des axes majeurs de la refondation de l'État enclenché par les autorités de la transition. Un idéal soutenu par le groupe de la Banque africaine de développement en offrant cet important lot de matériel informatique, l'institution voudrait appuyer l'accélération de ce processus. Le projet vise à consolider le cadre macroéconomique à travers une meilleure mobilisation des recettes fiscales et douanières. À ce titre, le projet appuie les structures de l'État en charge de la conduite des réformes fiscales et de la mobilisation des ressources intérieures, notamment la Direction générale des impôts, la Direction générale des douanes, la Cour des comptes, l'autorité de régulation des marchés publics et l'agence de promotion des investissements privés et également la mission d'appui à la mobilisation des ressources internes. Le groupe de la Banque africaine de développement est là pour soutenir les actions du gouvernement pour que la DGI, bien entendu, les autres structures qui sont impliquées et surtout sous le leadership du ministre du Budget puissent mobiliser considérablement les ressources internes et contribuer de façon forte au financement des différents projets et programmes. Au même titre que l'administration centrale, ces matériels offerts doivent aussi être bénéfiques pour l'administration décentralisée en vue de mieux mobiliser les ressources. Ces moyens qui vont aussi être repartis avec une bonne pondération à l'intérieur du pays auront pour vocation de s'assurer que où que l'administration des impôts se trouve, elle doit être plus robuste qu'elle n'était avant. La DNI, hier, est passée DGI, ce qui a entraîné un besoin énorme en matériel et surtout aussi en personnel. Monsieur le ministre du Budget est en train de le corriger avec méthode, avec tact. Je voudrais prendre l'engagement que nous saurons régler cette question avec la mobilisation accrue des recettes, surtout le territoire guinéen. Cette rencontre a été une occasion pour signer une convention sur plusieurs formations entre la Direction nationale des impôts et l'UCEP. Elle a aussi été précédée d'un autre pacte entre l'unité de coordination et d'exécution des projets et la Cour des comptes sur la réalisation de l'audit des exercices de l'année 2021-2022. Fini les travaux du premier forum national sur la santé et la sécurité au travail. Pendant 2 jours, les acquis, faiblesses et perspectives pour un milieu de travail sûr ont été abordés. Un rendez-vous annuel qui aura permis aux acteurs du secteur de prendre des engagements forts dans le cadre de la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles. Reportage Mariterna Kamisoko. Avec quelques 200 acteurs du monde du travail réunis, 7 sessions et une vingtaine de thématiques abordées, le premier forum national sur la santé et sécurité au travail clôt ses travaux sur une note de satisfaction générale. Les délégués du syndicat des employés et employeurs ont pris des engagements forts pour faire de la prévention des maladies du travail et risques professionnels une réalité en Guinée. En tant qu'employeurs, nous ne ferons que renforcer ce que nous avons l'habitude de faire, c'est-à-dire mettre à la disposition des employés les EPI adéquats, faire en sorte qu'il y ait toujours des visites pré-embauche, qu'il y ait des visites systématiques annuelles, et que de temps en temps, que la médecine du travail aussi puisse s'inviter à nos côtés pour pouvoir suivre les employés sur les différents déroulements de leur activité. Nous sortons satisfaits. Aujourd'hui, nous demandons au ministère, à l'État en général, de nous aider à avoir
la liste des maladies qu'on peut prendre en charge en cas d'accident de travail et des cas de maladie de travail. C'est un important pas franchi par le pays dans le cadre de la promotion d'un travail décent. Le ministère de la fonction publique, à travers le Service national de santé au travail, rassure la poursuite des efforts visant à améliorer le cadre du travail. Ce que nous souhaitons, c'est que ces 200 participations dans cette salle aient la même vision que nous, à savoir faire de la promotion, de la culture, de la sécurité et santé au travail pour que cela puisse être un gage de productivité, mais aussi protéger la santé des travailleurs à travers les différentes stratégies, les différentes réformes, mais aussi les différents programmes qui ont été présentés dans cette salle. Si les gens vont au travail dans un environnement qui n'est pas sûr et propice, il est clair qu'il ne peut pas être très productif ni performant. Donc pour nous, c'est extrêmement important de poursuivre le chemin, d'organiser ce genre de rencontres pour permettre aux différents acteurs d'échanger et d'améliorer leur intervention sur le terrain. La Guinée a opté pour le renforcement de son mécanisme de gestion et de protection des employés. La validation prochaine de la politique et du programme national de santé et sécurité au travail obéit à ce critère d'exigence d'un environnement de travail salubre. Dossier éducation au ministère de l'enseignement technique, l'école normale des professeurs d'enseignement technique et professionnel met les bouchées doubles pour qualifier les ressources humaines. Dans ce secteur, la tendance est à la promotion de l'approche par compétence dans la transmission du savoir, d'où cette initiative du ministère qui vient de boucler ici à Conakry une formation des formateurs en approche par compétence. Tierno Ousmane Diarlo pour plus de détails. C'est l'un des joyaux de l'enseignement technique guinéen. Destiné à former les formateurs, l'ANPET, l'école normale des professeurs d'enseignement technique et professionnel à Matoto, était quasiment à l'abandon. Sa relance est une des plus grandes réformes menées ces 12 derniers mois au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Nous utilisons l'approche très active pour permettre que chaque participant soit capable non seulement de préparer une leçon selon l'approche par compétence, d'animer cette leçon selon cette même approche et d'évaluer les apprentissages selon ce qui est recommandé en approche par compétence. L'approche par compétence met l'apprenant au cœur de sa formation et privilégie la pratique. Une approche que le ministère en charge de l'enseignement technique a adoptée en lieu et place de la pédagogie par objectif, dominée par la théorie et centrée sur l'enseignant. Avec l'APC, il faut poser des actes allant dans le sens, n'est-ce pas, d'acquisition de compétences au niveau de l'apprenant, qui pourrait lui permettre, n'est-ce pas, une facilité en termes d'insertion socio-professionnelle, parce que ce n'est pas que le savoir qu'il dispose, mais il a non seulement le savoir, mais aussi il a la compétence nécessaire de développer tout ce qu'il a appris pendant son cursus de formation. Pour nous, nous visons l'atteinte des compétences, le développement des compétences dans un métier. On n'a pas besoin, par exemple, de savoir si quelqu'un maîtrise la structure théorique de la confection d'une chaise, par exemple. On veut plutôt savoir si tel est capable de fabriquer une chaise. Donc on vous met devant le fait accompli, vous fabriquez votre chaise, donc c'est ça l'approche par les compétences. Avec les départs massifs à la retraite à l'enseignement technique, l'évolution des technologies et l'intérêt de plus en plus croissant pour la formation professionnelle, l'ANPET de Matoto est appelé à jouer un rôle crucial dans la réussite du programme global de développement de la formation professionnelle. Les jours à venir, la formation en APC va être intensifiée dans tout le réseau des écoles d'enseignement technique. Pendant ce temps, à Cancan, une vaste campagne d'information et de sensibilisation est lancée. Elle concerne les élèves et les futurs bacheliers sur le processus d'orientation. C'est une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur pilotée par le service de modernisation des systèmes d'information du dit département. Les précisions avec Fodé Bangali Fofana, notre correspondant dans la région. Ici, à l'université Julius Nyerere de Cancan, l'amphithéâtre plein d'élèves candidats au bac cette année venus des différents lycées de Cancan-Nabaya. Ils ont rendez-vous avec cette mission du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation conduite ici par le recteur de l'université de Cancan.
Dirigé par Madame la conseillère chargée de la recherche, comprenant l'inspecteur général de l'enseignement supérieur et le chef de service de modernisation des systèmes d'information, cette mission est à Cancan dans le cadre du lancement officiel de la 2e édition du Salon de l'orientation. Un salon qui se veut être un espace d'échange, d'information et de sensibilisation des élèves et futurs bacheliers sur le processus d'orientation à l'enseignement supérieur. C'est une occasion unique pour les élèves de découvrir les possibilités d'études et de carrière qui s'offrent à eux. Le salon de l'orientation, c'est aussi des informations sur les centres d'appel et les propres pouvoirs pour la prise en compte des préoccupations des bacheliers. Ce salon de l'orientation est une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation en collaboration avec celui de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation et le département en charge de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi avec pour thème les études supérieures, ma vie. Je voudrais inviter l'ensemble des élèves de Cancan à y accorder un intérêt tout à fait particulier en suivant avec attention les différentes communications et en visitant massivement les stands installés à cet effet dans la cour, afin de découvrir les différents programmes de formation disponibles à l'Université de Cancan. Au regard de la pertinence et de la portée de cette initiative, le recteur de l'Université Julius Nyerere de Cancan, abritant ce salon de l'orientation, au nom de l'ensemble des acteurs scientifiques et techniques de la communauté universitaire, a rassuré de l'engagement et du soutien constant de son institution pour la pérennisation de tous les acquis relatifs à l'initiative de ce salon de l'orientation. Cela fait 10 ans maintenant que l'établissement Les Champions situé à Kipedadia existe. Cette école a mobilisé pas mal de personnes pour marquer son existence. L'occasion pour la fondatrice et les encadreurs d'évaluer leur parcours et d'annoncer de belles perspectives pour l'ensemble des acteurs. Saint-Martin, Francine Adou. En 2013, une femme réalisait son rêve de mère de famille. Attentive aux remarques de certains parents d'élèves, Djenabou Diallo crée une école. Son ambition, aider les enfants guinéens à atteindre leur plein potentiel en étudiant sur place avec une ouverture sur la France à travers sa pédagogie au rythme franco-guinéen. Après 10 ans, cette éducatrice se félicite des résultats obtenus par son établissement scolaire grâce à l'implication de tous les acteurs. Ce qui a de bénéfique pour les enfants guinéens dans ce système, c'est que après chez nous, partout dans le monde où ils vont partir, ils ne vont pas être dépaysés. Ils vont être à la hauteur de leur classe. Parce que nous faisons en sorte que les programmes soient bien maîtrisés. La particularité chez nous, c'est que nous cherchons à ce que les enfants s'épanouissent. C'est la première des choses. Nous recrutons tous les niveaux. Nous ne cherchons pas à avoir les meilleurs. Parce que je pense que quand on fait un recrutement d'élèves sur excellence, on ne fait plus le travail. Il faut recruter le plus médiocre et le rendre excellent. Voici la toute première inscrite dans cet établissement scolaire, Hava Keira Touré. À la commémoration des 10 ans d'existence de l'école, tous les honneurs lui sont rendus par la Fondation. Quand je suis venue à l'école des champions, j'avais 3 ans. On était vraiment peu. Au fur et à mesure que j'ai évolué dans cette école, on peut dire que maintenant on est 100 ou plus. J'ai vraiment aimé la manière qu'on étudie ici, la pédagogie, la manière dont les professeurs se comportent envers les élèves. Parents d'élèves, élèves, partenaires du système éducatif guinéen, encadreurs et enseignants sont autour de la fondatrice pour célébrer le mérite et la vision de ce temple du savoir dédié à la construction d'une Guinée inclusive avec ses enfants compétents et patriotes. C'est une école qui accepte les élèves, qui les forme, qui les éduque, et c'est à sa façon, avec des stratégies mises en place, de les former, de les mettre sur la voie, de leur donner le goût de la réussite, de leur donner le goût de la recherche et de devenir de véritables champions. À cette occasion, la fondatrice a annoncé un nouvel espoir avec des offres pédagogiques basées sur la compétence.
Après la construction des infrastructures propres à l'école, un pavillon portera le nom de l'élève Hawakira Keta, la toute première inscrite de l'établissement. Après plusieurs activités humanitaires pendant le mois de Ramadan, l'ONG All Children in School poursuit ses actions en faveur des personnes à mobilité réduite. Une journée de réjouissance est organisée pour les enfants de l'école des sourds-muets de Boulbiné et d'autres enfants de la capitale. Marwan Kamara. C'est une journée de réjouissance en faveur des enfants de la capitale, particulièrement ceux de l'école des sourds-muets de Boulbiné. À travers des jeux et dessins, ces enfants renforcent les liens de fraternité. C'est une organisation de l'ONG All Children in School. Son ambition est de créer l'équité entre ces enfants. C'est une occasion pour les enfants sourds-muets de changer d'environnement pour se récréer afin de booster la confiance en soi. Avec les différentes activités que nous avons organisées, cela pourra aider les enfants à avoir l'esprit de partage, d'équipe, d'entraide et surtout de tisser une bonne relation entre eux et leurs encadreurs. Les enfants sourds-muets venir se divertir avec les autres enfants en talent, c'est l'une des rares occasions que ces enfants en ont. Porter l'attention avec l'affection sur ces enfants sourds-muets est une grande chose chez nous. Cette journée de divertissement est une opportunité pour All Children in School d'attirer l'attention des populations et de faire des plaidoyers auprès des décideurs pour promouvoir l'égalité et le respect des personnes à mobilité réduite. En tant que parents, nous avons des véritables problèmes parce que ces enfants sont relégués aux oubliettes et ils sont comme les autres enfants. Leur différence surtout, c'est parce qu'ils sont des enfants en déficit auditif. Donc, nous lançons un appel solennel pour que les autres ONG emboîtent leur pas. L'ONG nous accompagne parce que c'est ce que nous avons l'habitude de faire. La protection et la promotion des personnes vulnérables et la panance de tous. Parce que on dit que c'est l'État qui doit le faire. L'État, c'est qui? L'État, c'est tout le monde. Donc, nous voulons vraiment dire grand merci à la présidente de cette organisation qui a organisé cet événement. C'est une belle initiative à remercier et à encourager. À travers cette première édition, les initiateurs comptent poursuivre ces activités pour l'épanouissement de cette couche, souvent victime de stigmatisation dans les lieux publics. Et puis ce lancement à Guékédou du projet de vulgarisation du foyer amélioré en terre battue, c'est une idée de l'association pour le soutien aux initiatives des femmes et filles amazones en partenariat avec la Commission nationale guinéenne pour l'UNESCO. La protection de l'environnement est au cœur de ce projet par la réduction de la coupe abusive du bois. Le point avec Moussa Rangora. Comment vulgariser le foyer amélioré en terre battue? La question est en débat entre porteurs du projet, autorités locales et femmes leaders de la préfecture de Guékédou. C'est pour expliquer la portée du projet, mais également sensibiliser la couche féminine à l'utilisation du foyer amélioré. Une lutte commune de diminuer les charges des femmes et des enfants pour la recherche de bois de chauffe. Et nous sommes en train de lutter contre la déforestation, la coupe abusive de bois. Les femmes se trouveront à l'aise de faire notre activité. Le but est de protéger l'environnement, lutter contre le réchauffement climatique par la réduction de la coupe abusive du bois. Le projet s'articule au niveau de la préservation de l'environnement de notre écosystème. Et dans ce cadre, justement, nous venons ici pour participer au lancement des travaux. Et nous pensons que c'est un projet novateur et qui est bénéfique pour la protection de notre milieu environnemental. J'invite, n'est-ce pas, toutes les femmes à utiliser ce foyer amélioré, non seulement pour la préfecture de Guinée, mais pour toute la Guinée, parce qu'à l'heure qu'il fait, il y a le réchauffement climatique bat son plein dans notre pays. Ce projet est initié par l'association pour le soutien aux initiatives des femmes et filles amazones de Guékédou. Il est accompagné par la Commission nationale guinéenne pour l'UNESCO. Pas de l'eau potable pour les populations de Tumbereto, un secteur de la sous-préfecture de Marela. C'est un appui de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée à travers son président national. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie précaires des populations des zones minières. Moussa Komar.
Voici le quotidien des femmes quand le jour se lève sur Tumbereto. Privé d'eau potable, c'est ici que tous les habitants accourent pour s'abreuver ou puiser de l'eau pour les foyers. Et le ruisseau est à 2 km de ces petits villages de la sous-préfecture de Marela. On n'a pas d'eau potable ici. On souffre chaque jour pour cette histoire d'eau. Il faut parcourir des kilomètres, affronter des serpents et des fois des bandits viennent nous attendre ici pour nous brigander ou nous violer. C'est trop loin du village. On n'a pas d'eau vraiment. Ce manque d'accès à l'eau potable qui dure depuis plusieurs années est désormais remis au passé. Pas besoin de parcourir désormais de longues distances ou exposer sa vie aux intempéries de la nature. L'Union nationale des orpailleurs de Guinée, à travers son président, décide d'offrir ce fourrage sans aucune contrepartie de la population en plein cœur du village. C'est un grand jour pour nous les femmes. Merci vraiment Koïta. On avait trop de problèmes d'eau potable depuis nos ancêtres. Souvent nous tombons malades à cause de l'eau de rivière que nous buvons. Ce fourrage va changer notre vie. Monsieur le Président, cette action n'est certes pas un record historique, mais je pense qu'elle sera l'un des impacts de notre organisation dans la localité de Marela. Monsieur le Président, par cette action, vous avez montré au peuple de Guinée que l'honnêteté, la philanthropie, le vivre ensemble, le développement sont des actions qui sont possibles par une bonne volonté. Cette bouffée d'oxygène va considérablement améliorer la santé des populations de ces villages aurifères. Pour l'UNOG et son président, l'eau c'est la vie. Et c'est donc figure parmi les priorités absolues de la corporation, résolument engagée à changer la vie des communautés impactées par l'orpaillage. Quand vous bénéficiez d'une telle chose bien, il faut l'entretenir, il faut tout faire pour l'entretenir, il faut bien entretenir, ça a besoin de cela. Vous savez que l'eau, c'est la propriété, mais aussi elle a besoin aussi d'être propre, voilà, pour être potable. La remise de ce fourrage est une grande fête pour cette population de Tumbereto. Et ce jour sera gravé à jamais dans leur mémoire. Du côté de Massanta, la promotion de la paix et de la quiétude sociale intéresse l'Union pour le développement et la coopération. Elle vient de former une trentaine d'élus locaux issus de 15 collectivités frontalières avec le Libéria sur les méthodes de prévention et de gestion des conflits. C'est à Massanta donc que les acteurs se sont donné rendez-vous afin d'harmoniser les efforts. Lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo, Mohamed Salioupaï. Issus de 15 collectivités frontalières de Guékédou et de Massanta, ces acteurs des synergies de paix harmonisent leurs efforts dans le cadre de la prévention et de gestion des conflits dans leurs localités respectives. L'Union pour le développement et la coopération assure l'expertise de la mise en œuvre de l'initiative. C'est pour contribuer à la prévention des conflits, en tout cas à Guékédou et à Massanta. Le projet touche notamment 15 communes rurales de Guékédou et de Massanta. Donc nous avons estimé qu'il faut forcément renforcer les capacités des acteurs locaux pour la mise en place, n'est-ce pas, d'un cadre de concertation pouvant intervenir sur les questions de prévention dans ces 15 collectivités. On ne peut pas parler de développement sans paix. Et vous avez la lourde responsabilité dans vos communautés d'asseoir les bases de la paix et de les consolider. Système de veille et d'alerte précoce dans les communes rurales et urbaines, ces acteurs des synergies de paix se disent galvanisés par ce renforcement de capacité. Le conflit d'abord est à nous, mais le conflit, on doit le gérer et aussi prêt à jouer notre rôle par la sensibilisation au niveau de nos enfants, même au niveau de nos maris et au niveau de la communauté. Ça, c'est des choses que nous avons eu comme outil, comme force d'intervention sur le terrain. Notre engagement, c'est de pouvoir mettre en application toutes les recommandations faites. Échanger sur les expériences du passé, partager les connaissances sur les mécanismes de prévention et de gestion des conflits, voilà entre autres volets abordés au cours de cette rencontre fédératrice de toutes les composantes de la société.
Cette semaine, une délégation composée des membres du groupe des religieux pour la santé, le développement et la paix s'est rendue dans la commune de Kassa, une visite qui consiste à sensibiliser la population de cette île sur l'importance des espacements des naissances. Marwan Kamara. Après les préfectures et les 5 communes de la capitale, le groupe des religieux pour la santé, le développement et la paix développe ses activités dans la commune de Kassa. Il s'agit de sensibiliser les citoyens de Kassa sur la planification familiale. On a commencé cette lutte depuis 2019. Nous venons au secours du ministère de la Santé pour les aider dans cette tâche noble que nous trouvons noble, afin que vraiment les couples en République de Guinée ne soient pas en reste par rapport aux autres populations de la sous-région ouest africaine, parce que c'est les religieux qui maîtrisent la population au point de vue information. Je remercie le groupe des religieux et un sentiment de joie pour tous les insulaires en général et pour les femmes aujourd'hui en particulier d'accueillir ce groupe pour venir parler du sujet sensible aux îles de l'Os et ce qui concerne le planning familial. Et surtout la sensibilisation des femmes sur leur comportement dans le foyer. La politique du groupe des religieux pour la santé et son partenaire est d'édifier une société où l'encadrement et l'éducation des enfants sont assurés. Autre ambition, préserver la santé maternelle et infantile pour un développement durable. Tout ce que Dieu fait, il y a la planification dedans. Alors, il faut être sage pour comprendre que même dans la famille, si on n'est pas planifié, on aura toujours des problèmes. C'est pourquoi nous nous levons pour, n'est-ce pas, parler de ce sujet aux gens. Mettre une période entre les naissances, ça c'est accepté dans l'islam. Mais pour dire que il faut faire 2 enfants ou bien 3 enfants, ne dépasse pas ça, ce n'est pas accepté dans l'islam. C'est très important pour leur santé et pour leur vie même. Même Dieu même a planifié les femmes naturellement. L'implication des leaders religieux dans la sensibilisation sur l'espacement des naissances est sollicitée. L'objectif est de préserver la santé et réduire la mortalité maternelle et infantile en Guinée. Et puis, une mission de l'agence guinéenne de presse AGP était dans la préfecture de Koya, conduite par la directrice générale adjointe. La mission était allée décerner un satisfecit à un des leurs qui a servi à Koya pendant plus de 30 ans, Mangui Dantumasuma, Suleiman Kondé et Mohamed Kabasila. Serein et confiant, avec une démarche mesurée, la voix de Suleiman Ba a bercé les cœurs sur les antennes de la RTG et dans les dépêches de l'agence guinéenne de presse pendant plus de 3 décennies. 4 attaques à main armée en 1 mois soldées par un tué, des habitations et boutiques dévalisées, ainsi que les motos enlevées. L'agence guinéenne de presse Koya, Suleiman Ba. En reconnaissance de son engagement et ses loyaux services d'informer en temps réel, la direction générale de l'agence guinéenne de presse, pour la première fois, est venue rendre un hommage mérité à cet ex-enseignant passionné de la plume et du micro. Pour la circonstance, toutes les couches socio-professionnelles de Koya sont représentées à cette cérémonie sobre mais significative. Nous sommes donc aujourd'hui à Koya pour une très belle cérémonie de satisfecit. Nous sommes venus tous célébrer ensemble Monsieur Suleiman Ba, qui a près de 39 ans de carrière chez nous à l'agence guinéenne de presse. Donc nous sommes venus avec la famille, avec l'autorité, les collègues, la presse, célébrer, rendre hommage, un hommage mérité, je pense, à ce doyen qui a mérité amplement par ses services à la nation, à l'agence et à tous chers compatriotes guinéens. Cet homme que nous venons de fêter, c'est un baobab, c'est la réalité, une bibliothèque. Suleiman Ba, c'est un enseignant très chevronné. Il n'est plus en service, il est retraité. Et aujourd'hui, en ce qui concerne la radio, l'AGP, c'est un baobab, une montagne. Enseignant, historien et écrivain, Soulba, affectueusement appelé par ses admirateurs, séduit par son travail. Pour lui,
Cette reconnaissance vaut son pesant d'or. C'est plus qu'une fierté, c'est un honneur et chaque homme voudrait vivre cela une fois au moins dans sa vie. Pareil témoignage, pareille cérémonie consacrée à un satisfecit qu'on m'octroie, je dirais cette cérémonie est méritée. La nouvelle génération, je leur dirais de se mettre à l'école des aînés. Au service de l'agence guinéenne de presse depuis 1984, c'est un homme heureux et comblé de joie et d'émotion qui reçoit ce satisfecit pour les services rendus à la nation guinéenne par le biais de l'agence mère qu'il continuera toujours à servir. La culture et les questions des 20 ans de carrière de l'artiste Tiranké Sidimé. Pour marquer cette célébration, la Tira Tira a livré un concert VIP au chapiteau Baye Issa. La soirée a tenu toutes ses promesses en présence de quelques acteurs de la culture guinéenne. Compte rendu, Mikini Moussa Kamara, Kadiatou Chérif Aïdara. Tiranké Sidimé est un poids lourd de la musique populaire guinéenne. En 20 ans, elle a une discographie de 10 albums dans sa gébécière. Pour la célébration de ses 20 ans, la diva bénéficie du soutien de plusieurs célébrités africaines, parmi lesquelles le Burkinabé Elji. Pour ce concert, Tiranké a offert au public les best-of de son répertoire musical, tels que Makale ou Islam Baldé, des tubes qui magnifient les œuvres des femmes qui militent pour la paix et le développement de la Guinée. On nous a honorés. On a honoré mon pays, mon peuple. Je pense que c'est le sujet d'actualité qu'elle a parlé. Elle a parlé des 4 régions naturelles. Le véhicule, un véhicule à 4 pneus. Ça, les Blancs ont inspiré. Avec 4 pneus, là, c'est la stabilité. Donc la Guinée, c'est un pays que le bon Dieu a doté vraiment de tout. L'amour. J'assiste très très rarement à ce genre d'événement. Mais c'est le thème de Tiranké Sidimé qui m'a motivé. La Guinée a besoin maintenant là de se réconcilier. Il faut qu'on se réconcilie et nous comptons beaucoup sur les artistes. Tiranké, elle est vraiment inspirée. Elle est très très inspirée. La sulfureuse a remercié le peuple de Guinée pour le soutien. Son titre NB rend hommage au chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, pour ses multiples efforts en faveur de l'émergence de la Guinée. Tiranké, c'est une amie pour moi. Elle est gentille. Elle m'a chanté dans son album, alors qu'il y a beaucoup qui peuvent l'apporter plus que moi. Ça c'est être humain en fait. Les thèmes qui sont chantés par Tiranké ce soir sont vraiment des thèmes de sensibilisation et des thèmes pour que la Guinée puisse se retrouver, les Guinéens puissent se retrouver dans une cohésion sociale et pour la paix et la solidarité. Au cours de ces 2 dernières décennies, cette reine de la scène a largement contribué au rayonnement de la culture guinéenne dans l'arène internationale. Tiranké Sidimé chante la paix, l'amour et la promotion du mérite. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site, le www.rtgcoloma.info. Bon début de semaine à tous.